Bonsoir, bienvenue pour cet Insta Live Trajectoire, ce nouvel entretien avec une artiste que j'ai l'honneur de recevoir ce soir du nom de Léa Anderson. Léa est actrice et danseuse et elle va nous parler de son parcours. Comme vous vous en doutez, j'attends bien sûr l'invité de cet Insta Live avant de pouvoir commencer les échanges. Donc je vous invite à rester connectés car très bientôt nous allons commencer à échanger donc avec Léa Anderson, actrice et danseuse. J'attends que Léa se connecte. Coucou Léa, je te vois. Et coucou, Hello! comment ça va depuis tout à l'heure? Très bien, Ouais. très très bien. J'allais courir, voilà. Donc tu sors de Euh, la douche. et du coup, je sors de la douche. Exactement. Tu es Euh, toute fraîche et pimpante pour l'Insta Live. Exactement. Pleine d'énergie. Super. Yes. Et bah merci à tout le monde qui est en train de nous rejoindre. On va tranquillement laisser la salle se remplir. On va faire genre il y a une salle, tu sais, avec un public devant nous. Les gens commencent à s'asseoir, nous on papote. J'aime bien. Donc, je vais commencer peut-être juste par une petite présentation de ce que c'est Trajectoire. Comme ça, les personnes qui ne connaissent pas encore pourront découvrir le concept et puis dire un petit mot sur moi. Et après, je te donnerai la parole bien plus longuement. Donc du coup, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là. Merci pour votre intérêt pour les trajectoires. Donc trajectoire, c'est des Insta Live qui visent à vous présenter des artistes de pratiques diverses et variées, parfois des artistes pluridisciplinaires ou disons pluridimensionnels, et pour vous faire découvrir leur parcours, leur univers, et puis faire en sorte vraiment de pouvoir vous inspirer, vous aider à vous autoriser des choses si vous êtes vous-même artiste, vous aider à comprendre qui sont les artistes quand vous ne l'êtes pas, ou quels sont les artistes d'autres pratiques. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, c'est mon travail. Je suis accompagnatrice d'artistes et donc le but, c'est de... Gros flash. Ah, c'est pas mal. C'est plus chaud. Donc voilà, mon but, c'est vraiment d'aider les artistes à gagner en confiance en eux et en visibilité, et notamment de se prêter à ce genre d'exercice que je t'invite à faire ce soir, Léa. Donc à Oui. se montrer en vidéo comme ça, bon, sans script et sans nature Sans peinture, histoire. quoi. Enfin, à part la mienne, quoi. Mais ouais. Ouais, bah oui, une sacrée histoire quand même. Sacrée histoire, ouais. Bah, unique en son genre, comme tout le monde. Mais ouais, sacrée histoire. Hmm. Et j'ai bientôt 30 ans, donc 30 ans Ah d'histoire, quoi. oui, Ouais, c'est quand ton voilà. anniversaire? Le 4 juin. Ok, comme ça tout le monde peut Donc, le bien, noter. bientôt, bientôt. Ouais, c'est ça. Ok, oui, c'est une sacrée étape les 30 ans en plus, donc Ah c'est ouais? oui, je trouve. Enfin, Ok. en tant que femme, vraiment, ça m'a permis moi de faire une sorte de mise à plat, une sorte de bilan de ma vie jusqu'ici. J'ai vraiment senti un switch à 30 ans. Hmm.
mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ça peut être 29, 31 ou 40, si Et on est un peu t'as senti un switch autant dans ta vie personnelle que professionnelle ou plutôt plus l'un que l'autre? les deux. Les deux, ouais. Parce que les deux sont liés, n'est-ce pas? Eh, je suis d'accord. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Du coup, bon bah merci aux personnes qui sont en train de nous rejoindre. La salle est en train de se remplir progressivement. J'ai terminé ma petite présentation. Ce que je vais faire, c'est juste peut-être expliquer comment on s'est rencontrés, toi et moi, Léa. Ouais, On s'est rencontrés par des amis en commun il y il y a a de longtemps. ça presque 10 ans, hein. Bah ouais, ouais, facile, ouais. Ouais, Bah, ouais, un ouais, peu j'avais moins. 19 ans. Non, non, si, j'avais Ah 19 ans. ouais, Ouais. dingue. Ouais, dingue. Voilà. Donc, bah, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi ce soir pour bah, aussi profiter de cette occasion pour discuter toutes les deux de comment les choses ont évolué pour toi depuis cette époque où on s'est rencontrés. Ouais. Euh, Parce que voilà, à l'époque, moi j'étais dans la publicité et on s'est connus par des gens qui étaient dans le milieu de la publicité, mais j'étais pas vraiment encore dans l'art et dans la culture. Et du coup, de se rencontrer aujourd'hui sous cet angle-là, euh, ça, ça me met en joie. Voilà. Hmm. Ouais. Euh, Juste pour info, donc pour les personnes qui sont présentes, parce que en replay vous pourrez pas malheureusement, mais vous pourrez laisser des commentaires en dessous si vous voulez. On verra si on peut y répondre. Les personnes qui sont présentes, vous pouvez rebondir à ce qui est dit ou poser des questions et on tâchera d'y répondre avec le temps qu'on aura. Voilà. Du coup, bon Léa, j'ai dit que tu étais actrice et danseuse. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Est-ce que toi, tu as envie de nous dire un peu plus précisément quelles sont tes pratiques artistiques? Alors, donc, ouais, actrice, danseuse. Depuis peu, je suis directrice du mouvement. Euh, donc, ça veut dire, pour beaucoup de gens, ça ne veut rien dire. Pour beaucoup de gens, ça veut dire beaucoup. Enfin, moi, je pourrais expliquer plus en détail. Donc, directrice de mouvement euh, et modèle aussi. Euh, voilà. Et après, dans mon temps, je considère pas ça comme un... C'est-à-dire que je ne fais pas d'argent avec et je ne souhaite pas en faire. Je fais beaucoup de photos, photos noir et blanc, plutôt de la photo de rue. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Ouais, street photography. Ouais. Euh, du coup, voilà, c'est ça que... Et c'est déjà pas mal. Carrément. C'est déjà pas mal, mais ouais. Ok. Mais, ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, là, en ce moment, et même aujourd'hui même, tu es à Londres. Ouais, j'habite à Londres depuis 4 ans maintenant. Alors, il faut savoir que j'ai fait mes études en Angleterre il y a 7 ans. Euh, et ensuite, je suis rentrée à Paris pendant 3 ans et j'ai décidé de repartir à du coup vivre à Londres en 2019, octobre 2019. Donc en octobre, là, ça va faire 4 ans. C'est ça. Ouais, voilà. En octobre, là, ça fera 4 ans que j'habite à Londres. Ouais, et que j'adore. Je suis heureuse et épanouie. C'est pas facile tous les jours. Oui, c'est une vie très chère. Euh, Mm. oui, il y a plein d'inconvénients, mais je pense que pour le moment, c'est ce qui me correspond le mieux, c'est ce qui me va, c'est ce qui m'inspire en fait. C'est ce que je disais à une amie il y a pas longtemps. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, parce que beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi t'aimes pas Paris? Cette ville est magnifique. Et oui, elle est magnifique, mais de vivre et visiter Paris, c'est deux choses complètement différentes. Et en fait, je pense que c'est pas, euh, c'est pas tant les gens, c'est pas tant l'architecture, ou c'est plutôt en fait Paris ne m'inspirait plus. Et, euh, et en fait, en tant qu'artiste, je pense que il y a rien de pire quoi. Si ton environnement t'inspire pas, euh, du coup, je pense que voilà, là, il m'a fallu 4 ans pour me rendre compte de ça, qu'en fait, je suis partie parce que ouais, Paris m'inspirait plus et Londres m'inspire
tous les jours. Donc voilà, on verra combien de temps ça dure. Ouais. Trouver sa place Ouais. euh, au moment où il est nécessaire de la trouver. Parfois, ça sert à rien de se poser la question. Je me rappelle que j'ai eu une conversation avec un artiste qui me disait, tout le monde part de mon pays, de ma ville, de la capitale pour aller voyager ailleurs. Et moi, bah, je sais pas où aller, quoi. Mm. Et je lui disais, ben, t'es pas obligé de partir, en fait. C'est pas parce que les autres le font que t'es obligé. Et moi, j'ai vécu la même chose que toi. J'ai eu besoin de partir Mm. de Paris. Parce que c'est pas que ça m'inspirait plus, ça m'oppressait. Ouais. Mais il y a plein de gens qui sont bien à Paris et c'est OK pour eux, tu vois. Mais c'est dingue, c'est vraiment ça, c'est vraiment le mot trouver sa place, quoi. Et c'est dingue parce que après mes études, donc après, une fois que j'ai fini mon école à Londres, euh, je sentais pas que Londres était ma place encore. Et du coup, je suis rentrée à Paris en pensant que bah, c'était ma place. Et en fait, petit à petit, il m'a fallu 3 ans pour vraiment sombrer un peu dans une forme de dépression ou juste une forme de frustration, de mal-être. Euh, et que aussi, ça marchait pas autant, ça marchait pas ça prenait pas, la sauce ne prenait pas du tout dans ma vie de. euh, j'ai peur qu'on entende. Un petit peu, mais pas trop, c'est pas grave. Voilà. Euh, ouais, là, la sauce ne prenait pas du tout dans ma vie professionnelle. Euh, Parce que aussi, je pense que je me sentais pas à ma place. Et du coup, une fois que je suis arrivée à Londres, c'est dingue que tout de suite, en fait, je me suis sentie. Enfin, même au niveau du corps, en fait. Il y a quelque chose où les tensions ont fait. Ah, ah ouais. Et c'est dingue parce que du coup, enfin, je pense qu'après, quand tu passes des castings, bah, ça se ressent, ça se voit sur ton visage, dans ton jeu, dans ta manière d'être, de te présenter, de parler à l'autre, dans tes relations, quoi. Et du coup, bah, c'est tout bête, mais après, une fois arrivée à Londres, j'ai commencé ouais, à travailler, quoi. Euh, à booker des jobs et à re-avoir une aspiration à la vie, à mon métier et à vouloir et à redevenir curieuse et me challenger, rencontrer les gens. Euh, voilà. Parce que j'avais complètement perdu à Paris pendant ces 3 ans où je m'enfermais de plus en plus sur moi-même, quoi. Donc une forme d'oppression par Paris, de Paris et de oh, j'étouffe. Ouais, Ouais. OK. Alors, on revient encore plus en arrière, si ça te va. Mhm. On va commencer, enfin, on va aller parler de ton enfance. Donc, ton enfance au Lila, c'est ça, dans le Oui. 93. Ouais. Ouais, ouais. Euh, alors non, je suis née au Lila, mais je suis restée au Lila avec mes parents, donc mon père, ma mère et mon frère, mon grand frère. On est restés juste 6 mois et après on a tout de suite déménagé à Brunoy dans le 91. Euh, et c'est là qu'en fait j'ai passé toute ma jeunesse, mon adolescence jusqu'à mes 18 ans. Et c'était merveilleux. Je suis super contente de pas avoir grandi dans une grande ville et d'avoir eu un jardin avec des chats sauvages. Donc ouais, non, c'était un grand bonheur. Et, euh, et voilà quoi. Mais tu sais que c'est fou, je l'apprends là, en fait, parce que j'ai grandi dans le 91, moi aussi, et j'ai passé mon brevet à Brunoy. Non, non. Où ça? Au lycée Talma? Alors là, tu me poses Ouais, une colle. Je me ouais. rappelle plus du nom. Mais oui, oui. Mais Euh, j'ai t'as j'ai grandi où grandi dans le 80? à Sainte-Geneviève-des-Bois et à Savigny-sur-Orge. Non, Ouais, mais c'est incroyable. Putain, le monde est petit, c'est ouais, dingue. ouais. Non, Ah, mais il voilà, il n'y a pas de hasard. n'y a pas de hasard. C'est ouf. Les chemins se suivent. Bon, Ouais. j'irai pas jusqu'à Londres, hein, mais Non, non, non. Non, mais juste pour redire, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît, enfin la première fois qu'on s'est vu. Et je me souviens que euh, il y a un moment donné, je travaillais, il y a peut-être 4 ans, 5 ans, je travaillais sur un festival au Havre. Et toi, tu travaillais aussi sur ce festival et on s'est oui, recroisés encore une fois. oui, Et plusieurs fois, on s'est croisés comme ça. La vie nous a fait nous croiser. oui, Alors que, bon, même si on est dans l'art toutes les deux,
Enfin, je veux dire, enfin, je sais pas, les chances pour on se recroise à chaque fois dans des lieux artistiques. Oui, Moi, j'ai trouvé ça, je trouvais ça génial, quoi. il y a Il y avait, peut-être des liens à faire aussi, oui, par rapport à nos trajectoires respectives, justement, ouais, le fait qu'on se recroise en termes d'aspiration et de valeurs communes. Et ouais, 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 complètement. ouais. Je vois qu'il y a de la validation dans les commentaires. Ouais. Ça vous parle aussi, n'est-ce pas? Ok, et donc alors raconte-nous ton rapport à l'art et à la pratique artistique quand tu étais enfant. Tu m'as dit que ça t'est venu beaucoup de ta maman, c'est ça? Ouais, complètement. Donc en gros, donc ma mère est danseuse. Et ce qui est marrant, elle a fait aussi ses études à Londres. Pareil, ma mère, enfin bref, j'en parlerai après. Je vais répondre aux questions quand même. Du coup, ouais, donc ma mère est danseuse et en fait, très jeune, à partir de l'âge de 4 ans, j'ai commencé à prendre des cours de danse classique. Bon, à cet âge-là, tu t'essayes pas d'avoir une raison de pourquoi tu fais les choses. Tu les fais, ta mère te propose, tu fais oui, c'est marrant. Donc en fait, j'ai suivi donc de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, je crois, 15 16 ans. J'ai fait de la danse classique euh, de manière assez, bah, c'est-à-dire au moins deux fois par semaine. Alors, j'ai pas une mémoire très très bonne, mais j'ai le souvenir que ma mère voulait vraiment que je sois formée par les meilleurs danseurs. Donc bon, ça va peut-être pas parler à grand monde, mais ma mère était une très grande amie de Wilfried Piolet, qui est une danseuse étoile, qui est aujourd'hui décédée. D'ailleurs, hop là. Et avec son mari, Jean Guizrix, donc j'ai pris des cours avec elle, je suivais des formations, enfin j'étais vraiment euh, formée par les plus grands. Et ma mère voulait me mettre en atelier. Non, comment ça s'appelle? Quand tu fais moitié cours et moitié danse, ou moitié musique. Les horaires Très aménagés. bonne question. Ah oui. Voilà, ma mère voulait me proposer des horaires aménagés parce qu'elle trouvait que j'étais plutôt douée. J'ai refusé. Mais elle voulait vraiment que, que j'en fasse plus qu'un hobby, quoi. Donc, du coup, voilà, j'ai eu une grosse formation en danse classique. Euh, j'ai fait aussi de la flûte traversière, de la guitare, du solfège. Voilà, j'étais un peu touche à tout au niveau de la musique euh, et de la danse. Et après, j'ai fait aussi beaucoup de sport. Mais, euh, mais c'était la danse qui me parlait le plus jusqu'à ce que je commence un peu à réaliser vers, je dirais, l'âge de 13 ans, quelque chose comme ça, où je me disais, j'aime bien, mais je me posais la question, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour ma mère? Euh, et du coup, j'ai commencé à me pencher, à regarder un peu qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui me permettrait d'exprimer en fait ce que je ressens. En plus, à cette période de ma vie, bon, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais à cette période de ma vie, ça se passait pas très bien dans ma famille. Mon frère a été diagnostiqué un peu plus tard d'une maladie mentale, la schizophrénie. Quand moi j'avais 12 13 ans, c'était là où mon frère avait ses symptômes les plus élevés. Mais il n'était pas encore diagnostiqué. Il a été diagnostiqué quand moi j'ai eu 17 18 ans, donc bien après. Mais voilà, ça se passait pas très bien, donc j'avais ce besoin d'extérioriser, d'exprimer des émotions que j'arrivais pas dans la vie normale avec mes amis et ma famille. Et donc du coup, je me suis tournée vers le théâtre et, et j'ai commencé à faire du théâtre au cours Florent les samedis après-midi. Ça s'appelait les ateliers jeunesse. Et du coup, j'ai commencé ça, j'avais 14 ans, je crois. Euh, et j'ai commencé à me rendre compte que, ah, je crois que je préfère peut-être le théâtre à la danse. Puis en plus, le ballet, il y a une rigueur qui est assez dure. Euh, et donc, du coup, j'ai commencé à faire du théâtre en hobby tous les samedis soirs, euh, à partir ouais, de 14 ans, si je me trompe pas, jusqu'à mes 17 ans. Euh, et donc, du coup, j'ai fait une progression très lente enfin, une transition lente entre, ah, j'adore le théâtre, ah, j'aime un peu moins la danse. Et du coup, j'ai commencé à ne plus faire de danse et le théâtre a pris le dessus. Euh,
Ouais, voilà comment ça s'est passé. Après, je pense qu'il y a aussi une énorme partie, ça c'est plus sur le côté formation, mais il y a eu aussi une énorme partie d'observation où en fait ma mère, euh, très jeune, ma mère, euh, elle m'emmenait. Alors attends, peut-être que je mette un contexte. Ma mère danseuse a monté sa propre compagnie de danse qui s'appelle Lapkin, qui est en fait qui est une compagnie de danse qui reprend des chorégraphies qui ont été notées comme une partition. Et ça s'appelle la notation Laban. Donc voilà, ma mère a été pendant 20 ans, je crois, professeure de la notation Laban au Conservatoire de musique et de danse de Paris. Et donc, du coup, elle a monté à l'époque sa compagnie de danse, Latkin, qui aujourd'hui est repris par une autre danseuse qui s'appelle Valéria, et chorégraphe. Et donc, du coup, ma mère m'emmenait, enfin, je demandais ou ma mère m'emmenait lors des répétitions et des résidences à Maison-Alfort, dans un studio de danse avec tous les danseurs. Et, euh, et je me souviens que c'était pour moi des vacances, quoi. Je sais que je restais juste, je la regardais danser, je la regardais explorer, je la regardais parler, rigoler. Enfin, il y avait quelque chose de hyper vivant, hyper, d'hyper de magique, de divin. Enfin, quelque chose de plus, je Mm. sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'intéressait. Euh, et je crois que c'est là qu'inconsciemment, c'est là que vraiment inconsciemment j'ai voulu recréer ça, ou j'ai voulu revivre ça, ou j'ai voulu rechercher ça dans dans mon parcours de vie, quoi. Ok. Ouh. C'est, Voilà. on sent que ouais, tu mets des mots sur des choses peut-être que tu n'avais jamais exprimées ou. Ah ouais, complètement. Non mais complètement. Euh, Bah, c'est fait pour ça, hein. bah Et, ouais. euh, et du coup, tu m'as dit que tu étais passé aussi par des études d'art appliqué et une école de cinéma. Est-ce que tu as envie de nous dire ce que ça t'a apporté et pourquoi tu as fait ces choix-là? Alors, à la sortie du lycée, pareil, je me rends compte maintenant quand je fais une introspection sur mes choix de vie et mon trajet, mon chemin. Euh, J'étais pas du tout, enfin moi, être assise dans une classe à assimiler de l'information, ça marche pas. Moi, j'avais un énorme besoin de bouger, de créer, de faire des choses c'est-à-dire que les mots m'intéressaient beaucoup moins. L'intellect, les mots, les phrases, voilà, c'était quelque chose, j'étais pas du tout à l'aise. Par contre, j'étais très à l'aise avec ah, je ressens ça, ben, j'ai envie de le montrer ou j'ai envie de le partager avec tout le monde. Du coup, à la sortie du lycée, donc moi j'ai failli ne pas avoir mon bac, euh, mais l'école, le lycée est très gentil, donc du coup ils m'ont fait passer. J'étais paumée et je savais pas trop quoi faire et on m'avait parlé d'une école d'art appliqué. C'est une sorte de prépa où c'était un peu touche à tout. On touchait à l'architecture, aux couleurs, au dessin, euh, à la mode. Enfin voilà, c'était vraiment un touche à tout pour rentrer dans une grosse école comme les Beaux-Arts ou les Arts Déco. Et sur le coup, moi je me suis dit, ok, touche à tout, c'est quelque chose d'assez créatif, ça me parle. Euh, et du coup, j'y suis allée. Donc ça, j'avais 18 ans, première année à Paris. Et alors, faut savoir, j'ai pas terminé cette formation. J'ai arrêté, je crois, en avril ou mai. Ça se terminait vers fin juin, début juillet. Parce qu'en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas ce médium-là, c'était pas cette forme-là d'art qui m'intéressait. Euh, Elle était pour moi trop passive. Euh, et en fait, c'est lors d'un exercice avec des amis, on a fait une vidéo et j'ai dû jouer. Et en fait, j'ai retrouvé, à l'époque, j'avais un peu arrêté le théâtre. Du coup, lors de cette vidéo-là, j'ai dû jouer et je me suis reconnectée à tout ce que j'avais adoré quand je prenais ces cours de théâtre. Et, euh, et en fait, il y a mes amis et moi-même, on se dit, ah mais attends, Léa, enfin, pourquoi tu prends pas des cours de théâtre? Pourquoi tu fais pas du théâtre, Léa?
Enfin, je sais pas, t'as l'air tellement à l'aise, t'as l'air tellement de t'amuser, genre. Et je me suis dit, ouais, pas bête, ok, pourquoi pas. De toute façon, je suis paumée, il y a que ça qui m'intéresse. Enfin, voilà, j'ai rien à perdre. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher un peu les écoles euh, bizarrement, de cinéma. Euh, Parce que même si j'adorais jouer, ok, j'adore raconter des histoires, mais peut-être que j'ai envie d'être devant la caméra, mais peut-être que j'ai envie d'être derrière la caméra. Euh, ou peut-être que j'avais juste trop peur de vraiment me lancer en tant que comédienne. Bon, en tout cas, j'ai commencé à chercher des écoles de cinéma. Et lors des portes ouvertes de l'Écart, une école qui est à Saint-Denis, euh, il y avait un prof, du coup, il y avait une section actorat, et il y avait un prof qui était là, aux portes ouvertes, et du coup, j'y suis allée. Et je lui ai dit, ah, voilà, j'ai fait un peu de théâtre, j'adore ça, mais je sais pas, est-ce que je passe les auditions? Enfin, j'étais un peu naïve, enfin, innocente, question un peu innocente. Et il me dit, bah ouais, t'as rien à perdre, passe les auditions. Du coup, j'ai passé les auditions pour rentrer en tant que comédienne et j'ai passé les auditions aussi pour rentrer en tant que réalisatrice. Et en fait, euh, j'ai eu les deux. Euh, et en fait, j'ai fait le choix de faire l'actrice, donc de faire une formation de comédienne. Euh, et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne école pour moi. Mais j'ai rencontré des gens qui, en final, aujourd'hui, ont un peu changé ma trajectoire. Donc, j'ai rencontré mon meilleur ami et une prof de théâtre en fait, m'a ensuite conseillé de partir à Londres euh, et de passer des auditions dans une école que mon meilleur ami avait aussi passé des auditions. Donc, voilà, ces deux personnes-là j'ai rencontré aussi d'autres gens, j'ai rencontré des personnalités très, très, très intéressantes et pleines de talent et je suis hyper, hyper heureuse d'avoir fait cette école. Mais je sentais que j'aspirais à plus de rigueur euh, et peut-être une formation un peu plus classique et moins cinéma, plus théâtrale. Mm. Euh, et donc, du coup, après, donc, j'ai fait un an à l'école à l'Écart. Et après l'écart, je suis partie, donc du coup, j'avais en tête de faire une école vraiment de théâtre française à Paris. Et donc, du coup, j'ai passé plusieurs auditions et je suis rentrée à l'école Claude Mathieu. Euh, et là, je commençais un peu plus à croire que je pouvais en faire un métier et à le prendre un peu moins à la légère. Euh, mais je sentais que c'était pas encore la formation qui m'allait. Et du coup, c'est à partir de la fin de la première année, début de la deuxième année à Claude Mathieu que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres méthodes. Donc, j'ai commencé à faire des stages. Donc, du coup, pour ceux qui connaissent, j'ai fait des stages de Meisner, j'ai fait des stages de Lee Strasberg, de Anton Chekhov, acteur studio. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout, Stanislavski. Euh, j'ai vraiment, vraiment tout essayé. Ou en tout cas, tout ce que je pouvais essayer. Euh, et jusqu'à me dire, OK, est-ce que, est-ce que je peux trouver une formation qui ne soit pas des stages, qui permettrait vraiment de rentrer dans le vif, parce que les stages, c'est assez court. Mm. Et là, je voulais vraiment, vraiment une formation où je sens que j'en chie, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais voilà, je crois que j'ai un tempérament où j'aime bien que les choses vraiment me challenge. Et j'aime bien je pars du principe que quand c'est dur, ça veut dire que tu apprends quelque chose. Euh, et donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à recontacter donc mon meilleur ami et cette professeure qui s'appelle Lisandre. Euh, et en fait, tous les deux m'ont vraiment conseillé et orienté d'aller du coup dans cette école qui s'appelle le Giles Spelman Center for Acting, GFCA. Et ils m'ont conseillé de passer les auditions. J'ai passé les auditions à Londres. Euh, et, euh, et j'ai été prise, pardon. Et, euh, et là, c'est comme, je sais pas, ouais, c'est comme, intérieurement, j'étais genre, ok, là, je sens que c'est le bon moment. Là, c'est pour moi. Là, faut que je parte, faut que je bouge. Enfin, vraiment, même ma famille, elle était derrière moi, mes amis, enfin, il y avait quand même,
voilà, les étoiles étaient alignées, quoi. Euh, donc, du coup, voilà, donc je pars à Londres, où c'est du coup une formation intensive de 1 an et demi. Donc, tu as cours tous les jours, même le dimanche. Ouais, ouais, ouais. C'est de 9 heures jusqu'à... bah, ça dépendait des trimestres. Mais il y avait des trimestres où on faisait du 9 heures jusqu'à 9 heures le soir. Enfin voilà, c'était très intensif, mais encore une fois, moi, c'est ce qui m'allait à l'époque. Mhm. Aussi, c'était très intensif parce que c'était des promos de 15 personnes pendant 1 an et demi. Donc ça veut dire, et c'était un petit studio avec 2 salles. Donc en fait, pendant 1 an et demi, tu étais avec les mêmes personnes, les mêmes profs, enfin, ça a changé de professeur, mais c'était assez souvent les mêmes profs, la même méthodologie. Donc on apprenait plusieurs méthodologies, mais encore une fois, elle revenait. Donc on faisait Meisner en premier trimestre, après on arrêtait, après on refaisait en deuxième trimestre, mais on montait de level. Donc, du coup, et en fait, et aussi, vu qu'on n'était que 15, les profs étaient vachement plus sur toi. On travaillait énormément sur euh, te donner tous les outils pour qu'ensuite, dans la vie active, tu sois en capacité de te créer ta propre méthodologie, en fait. Euh, et et, euh, donc, il y avait une autodiscipline qui m'intéressait énormément. Euh, il y avait une rigueur aussi très dure et aussi il y avait bah, tout simplement la langue en fait. Moi je suis partie à Londres, je parlais très très mal anglais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je parlais comme un lycéen, tu vois ce que je veux dire? Donc genre, hey, what's up? Tu vois, c'est tout quoi. Et là on me disait dès le premier trimestre, donc du coup vous devez faire un exposé de 3 heures sur Aristote. Et là tu fais, quoi? En anglais? Waouh! Du coup, il fallait que je lise la poétique d'Aristote. Forcément, je l'ai lu en français, hein, mais il fallait derrière que du coup je traduise en anglais. Euh, Ok. ouais, ouais, c'était assez dur. Puis même Shakespeare, en fait. Même Shakespeare pour les Anglais, c'est hyper dur. C'est comme du Racine pour chez nous, quoi. Euh, donc, du coup, voilà. Et en fait, les 2 premiers mois ont été horribles. Je ne parlais pas. Euh, et après, au fur et à mesure, t'apprends, quoi. T'apprends, tu fais des efforts. Et puis pour moi, j'ai un amour énorme pour la culture anglaise, pour la langue anglaise. Il y a une mélodie, je- ouais, le son de cette langue, je la trouve magnifique. Et la culture, je la trouve super riche et super intéressante. Donc du coup, aussi, quand tu es passionné pour quelque chose, c'est beaucoup plus simple de l'apprendre, quoi. Euh, donc voilà, ouais. Et, euh, et donc, ouais, 1 an et demi à jouer à jouer des rôles hyper intéressants. J'ai joué Clytemnestre, je sais pas si ça parle. Voilà, j'ai joué bah, forcément du Shakespeare. J'ai joué. Ouais, et puis, non, mais aussi, pardon, aussi, ce qui est génial, c'est que une des raisons pourquoi j'ai adoré cette école, c'est qu'en fait, donc du coup, pour revenir à ce que ma mère enseigne ou enseignait au conservatoire, qui s'appelle le Laban, la notation de Laban. Euh, En fait, à la fin de sa vie, Rudolf Laban est parti vivre en Angleterre après la fin de pendant la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Il est parti se réfugier en Angleterre et en fait, il a fait la rencontre d'un autre théoricien, acteur, danseur qui s'appelle Yat Malgrim. Et en fait, tous les deux, ils ont continué à développer toute la recherche de la notation, la balle, la kinésphère, enfin voilà, tout ce qui englobe le travail et les recherches de Rudolf Laban. Et à la mort de Rudolf Laban, Yat Malgrim a continué en fait à développer une partie des recherches de Laban, mais plus centrée sur pour les acteurs en fait, et plus centrée sur, on appelle ça les efforts. Euh, et donc, et en fait, ce qu'on a enseigné, ce qu'on a appris, une des méthodes qu'on a appris au GFCA, c'était le YAT, en fait. On appelle ça le YAT pour Yat Malgrim. Et donc, du coup, c'est une énorme analyse du mouvement. Et donc, du coup, du mouvement, du coup, des gens, du coup, de toi-même, tu comprends pourquoi.
comment tu bouges en fait, pourquoi tu bouges de cette manière-là, pourquoi mes mains elles bougent de cette manière-là et elles sont différentes d'une autre personne, comment tu te tiens. Donc voilà, tes habitudes en fait, tu commences à apprendre à te connaître par le mouvement. Et du coup, en te connaissant, tu apprends aussi à connaître ton personnage. Et du coup, tu fais un parallèle entre, OK, qu'est-ce qui est différent entre moi et le personnage? Qu'est-ce qui est similaire entre moi et le personnage? Et de là, tu peux commencer une transformation, encore une fois, par le mouvement. Quand je dis mouvement, c'est le corps, en fait. Ouais. Donc, le corps qui inclut euh, le corps, le body, l'esprit, the mind, et après, il y a bien sûr la voix, qui est aussi un organe du corps. Et donc, du coup, tout ça, ça se transforme euh, pour incorporer un personnage, quoi. Ok. Donc, voilà pourquoi pour moi, le GFC, ça a été ouais, l'école qu'il me fallait, quoi. Ok. Voilà. Super. Bah, merci pour ces anecdotes enfin, plus que des anecdotes, ces explications, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça va intéresser et qui ne connaissaient pas. Et moi, il y a beaucoup de choses dont tu as parlé que je ne connaissais pas, tu vois. Donc, Hmm. c'est aussi le but. Bah ouais, ouais. Et du coup, donc après cette école, t'es resté à Londres ou t'es reparti en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après cette école, j'ai décidé de rentrer à Paris parce que c'est ce que je sentais qui était juste à l'époque. Et Londres, Londres, ça fait peur, hein. Surtout quand tu finis une école qui a été aussi intensif et aussi immersive. Je pense que ça soit n'importe quelle école, hein. T'es un peu en mode, ok, je fais quoi de ma vie maintenant? Je fais quoi de mes journées? Donc du coup, t'as un petit qui te knock out. Et je pense que voilà, j'avais envie d'être proche de ma famille et de mes amis. Donc je suis retournée à Paris. Euh, et tu fais un peu ce que tu fais tout le monde en sortie d'école, c'est-à-dire que tu cherches un agent, tu fais du networking, tu fais des projets, tes propres projets ou alors des projets étudiants, voilà, pour te faire une bonne démo. Donc c'est un peu le cheminement, on va dire, normal que tout acteur fait. Et j'ai fait ça à Paris. euh, et c'est là qu'en fait, la première année, tu te dis, bon, c'est la première année. Les choses prenaient pas trop, j'avais pas d'agent, j'avais du mal à trouver des projets. Moi, j'en vivais pas du tout. Alors là, c'était l'intermittent. Après, moi, l'intermittence m'a jamais intéressée. Je préfère le dire aussi. Je, j'ai toujours vu l'intermittence comme courir après des cachets au de, au lieu de faire des projets qui m'intéressent. Euh, voilà, c'est la manière dont je Ok, l'ai vu. Après, oui, je trouve oui. ça vraiment incroyable, hein, mais voilà. Donc, du coup, voilà, la première année était assez difficile, mais je me suis dit, voilà, je m'installe sur le compte de la première année. Du coup, à partir de la deuxième année, j'ai commencé à me poser des questions sur, forcément, tu prends les choses personnellement, donc tu te dis, c'est quoi, c'est moi, je joue mal, je suis pas intéressante, Mm. je suis comme ci, je suis comme ça, ou je suis trop comme ci, ou trop comme ça, ou pas assez comme ça. Mm. Et en fait, doucement, j'ai commencé à me remettre dans la danse de manière plus régulière. Donc je prenais des cours au studio harmonique, j'ai des cours de contemporain, euh, je prenais un peu des cours de hip-hop aussi, euh, et j'ai commencé à rentrer, à faire des ateliers avec la MP2A, Maison des pratiques artistiques amateurs. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai commencé du coup à relier un lien avec la danse, le mouvement, et aussi tu fais la rencontre avec des chorégraphes assez incroyables. Donc la Mm. première année, j'ai eu un chorégraphe qui s'appelle Andrea Wamba, euh, magnifique, qui m'a fait découvrir Fela Kuti par exemple. Euh, et, euh, et la deuxième année, j'ai dansé avec Delphine Caron. Pareil, une très très belle danseuse. Et j'ai rencontré aussi des gens avec des histoires assez incroyables, qui pareil n'ont pas forcément une formation de danse, mais qui ont cette passion pour le mouvement et pour Mm. l'expression corporelle.
Donc du coup, voilà, pour les 2 dernières années à Paris, c'est ça un peu que je me suis vraiment plongée là-dedans parce que j'avais beaucoup de mal à trouver des projets, même pas des projets intéressants en théâtre, enfin en théâtre, en acting, mais juste des projets. Euh, et donc, du coup, je commençais à être très frustrée, euh, chose que voilà, je préfère éviter. Euh, j'ai commencé aussi à Normal. développer mon... Comment? Normal? Ouais. J'ai commencé à développer mon propre projet, à développer ma propre compagnie de théâtre. Mais je pense que j'avais démarré ce projet et cette compagnie pas au bon endroit. Euh, je pense que justement, ça venait de beaucoup de frustration et, et de colère. Et du coup, j'ai très vite arrêté. En fait, j'ai travaillé sur ce projet. C'était un projet sur Médée, euh, la, la, la sorcière slash déesse, enfin mi-déesse de la mythologie, qui était un projet sur le mouvement et je travaillais en collaboration avec un musicien qui s'appelle Benjamin, euh, sous le nom de Cléry, qui fait beaucoup de musique et moi ce qui m'intéressait c'était la musique concrète. Donc voilà, donc ensemble on avait commencé à travailler, mais, euh, mais voilà, je pense que j'étais pas la jeunesse du projet n'était pas née euh, euh, au bon endroit. Donc voilà, donc j'ai très vite arrêté. Euh, et là, je pense que j'ai pris une grosse claque dans ma gueule et je me suis dit, ok, Léa, qu'est-ce que tu veux? Euh, et c'est là où je me suis posé la question de est-ce que je retournerai pas en Angleterre? Donc, j'ai refait une bande démo, j'ai refait des photos, j'ai renvoyé 150 mails à des agents en France et en Angleterre. J'ai fait la rencontre de mon agent en et, et, euh, et j'ai fait et j'ai réussi à avoir 2 interviews en Angleterre. Et c'est là que pour moi, en fait, je me suis dit, ok, je crois que là, il y a un signe. Euh, il faut que j'y aille. Et donc, du coup, je suis partie en Angleterre faire ces 2 interviews. J'ai réussi à choper un agent. Et au début, j'ai eu du mal, parce qu'à l'époque, j'étais avec quelqu'un. Donc, la transition à aller partir en repartir vivre en Angleterre était assez difficile. Donc, il m'a fallu 2, 3 mois où je passais mon temps en Eurostar aller faire des castings à Londres pour qu'en fait, je me dise non, mais en fait, j'ai envie de partir vivre à Londres. C'est pour moi, quoi. Hmm. Donc, mi-octobre 2019, je suis partie vivre à Londres. Donc, Ok. voilà. Waouh. Tu racontes très bien. Ah ouais? Bah oui, Ah, c'est ouf. je suis à fond dedans là. Et tu m'as dit que tu avais commencé du coup par de la pub euh, Ouais, grâce à ton agent. ouais, Comment est-ce que tu l'as vécu ça? Parce que il y en a qui peuvent se dire, ah non, j'ai pas envie de faire ça. ouais. Ouais, Euh, je suis pas c'est un produit. acteur ou actrice de pub. Ouais, Je suis autre chose, tu vois. ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, il faut savoir que j'ai fait la même chose, hein. Ah ouais, 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 mais je ferai jamais de la pub. Je vais pas vendre un produit. En plus, je suis végane, donc je suis en mode, je ferai jamais McDonald's. C'est mes valeurs, mes principes. Oui, puis à un moment donné, il faut que tu payes aussi ton loyer. Non, non, mais plus sérieusement, en fait, euh, j'ai pas vraiment fait de pub en France, donc je peux pas comparer, mais en tout cas, de mon expérience en Angleterre, les pubs, c'est, ça reste une super expérience parce que, bon, après, j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur des pubs, c'était assez génial. Hmm. En termes bah, déjà, j'étais toute seule, c'était à peu près entre 4 et 1 semaine de tournage, donc c'est assez gros pour une pub. Euh, j'étais sur un harnais, enfin, j'ai fait vraiment des trucs hyper intéressants. Euh, mais au-delà de ça, au-delà du produit et ce que tu vends, si tu oublies ça, en fait, bah, t'es quand même sur un lieu de tournage
où tu ressens la pression, tu as la caméra, t'as une équipe de 40 personnes qui travaillent avec toi. Tu as une sorte de script quand même que tu dois suivre. Euh, donc, tu as une pression qui, je trouve, est hyper intéressante à en faire expérience et qui, en fait, et puis tu fais ton travail. On te considère comme une, tu vois, comme une actrice. Euh, et je pense que si tu es en accord avec ça, enfin, moi, très vite, j'étais en accord avec ça et j'étais non, mais ça fait partie de mon travail et t'apprends énormément, en fait. T'apprends énormément à. C'est tellement millimétré, c'est tellement un exercice en soi que t'apprends à être sur ta marque, t'apprends à pas réfléchir, vu que tout est très. Tu vois, une pub, c'est 30 secondes. Donc, du coup, si tu réfléchis et que t'es dans ta tête, non, ça marche pas. C'est vraiment du tac au tac. C'est très instinctif et moi, je pense que je suis une comédienne qui travaille beaucoup sur l'instinct. Euh, donc, du coup, t'apprends t'apprends énormément et aussi t'apprends à comment gérer ton temps sur un tournage où c'est beaucoup, beaucoup de temps d'attente. Faut être vraiment en it, enfin, vraiment préparé quand ils te disent OK, action. Euh, et, euh, et aussi, tu ressens en fait, tu ressens vraiment que ce métier-là, c'est vraiment un métier c'est un métier de communauté. Enfin, vraiment, c'est entre le chef opérateur, le gars, le caméraman, le mec qui fait le son, le mec qui met la musique, le mec qui t'apporte enfin, le costume, le make-up, enfin, tout en fait, tout, tout, tout. Et tout de suite, tu te rends compte, non, mais en fait, même si tu es un acteur et que souvent, je trouve qu'on met les acteurs un peu trop sur un piédestal dans le cinéma, pour moi, c'est pas du tout les choses les plus importantes, les acteurs. On est tous importants, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et je trouve que très rapidement, tu te rends compte que c'est pas du tout, toi, le sujet principal. C'est ce qu'on essaye de vendre. Donc, c'est là que, bon, c'est une pub. Dans le cinéma, on essaye, du coup, c'est de l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que le sentiment de, ne prends pas les choses personnellement. C'est pas toi, fais ton taf, en fait. Et fais-le bien, et fais-le avec plaisir. Et voilà, ça t'enlève toute pression de oh, c'est moi qui dois tout faire. Non, 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 non. On est tous ensemble pour le même objectif, quoi. Ouais. Donc, Merci ouais. pour de partager ton ressenti par rapport à ça, qui est vraiment très intéressant et qui, j'espère, inspirera d'autres personnes, peut-être dans le sens de d'accepter de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, entre guillemets, si, s'il y a besoin. Et en plus, si je peux rajouter un point positif, cette première pub, du coup, qui était pour une marque canadienne, je crois, qui s'appelle HomeSense. Euh, En fait, la productrice de de cette pub, qui s'appelle Sarah, elle, euh, il y a une semaine, j'ai tourné un court-métrage et en fait, j'ai eu ce court-métrage. Enfin, j'ai passé l'audition. J'ai pas eu ce court-métrage grâce à elle, mais j'ai passé l'audition grâce à elle, Ah, car elle s'est souvenue de moi et elle s'est dit, ah là là, elle pourrait hyper bien correspondre au rôle principal. Et j'arrive au casting, moi je savais pas du tout qu'il y avait Sarah lors du casting, quoi. Et je la vois et je fais, mais non. Et elle me dit, mais Léa, je me suis souvenue de toi. Et bon, après j'ai passé le casting et je pense que j'ai fait aussi une bonne audition. Et j'ai eu le rôle. Donc comme quoi, en fait, je pense qu'est-ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un métier, l'art, c'est un métier de rencontre, vraiment. Et j'essaye de pas dire networking parce que enlever cette idée qu'il faut sortir, te vendre. Non, je pense que euh, vraiment dans la rencontre. C'est vraiment dans la rencontre, quoi. Voilà. Et ouais. sur un autre tournage, c'est là où tu peux montrer la meilleure version de toi parce que tu montres tes skills, tes talents, enfin Compétences. tes compétences. Ouais. Merci. Donc Yes. voilà. Ok. Et bon, parlant de choses un petit peu plus
morose, sombre. Tu m'as fait part du fait que bah, la pandémie t'avait beaucoup bouleversé, mais finalement, ça t'a aussi inspiré dans la direction de parler plus de toi et de partager plus de choses personnelles. Est-ce que tu veux nous raconter un peu? Yes. Euh, Bah, du coup, la pandémie, moi, je l'ai vécu. Au début, ça a été dur parce que, du coup, c'était une coupure totale avec la possibilité de faire mon métier, vu que l'art a été un des milieux les plus touchés. Euh, et du coup, forcément, toute l'industrie du cinéma et de l'acting, on a mis en place des cours sur Zoom. On a mis en place des workshops avec des directeurs de casting, des self-tapes à faire, des vidéos, des monologues. Voilà. On va dire pendant le premier mois, j'ai beaucoup fait ça. Je me suis même forcée à le faire par peur, en fait. Peur que tout s'écroule, que ça marche plus, euh, que je perde toute visibilité. Euh, Sauf qu'en fait, très vite, ça me rendait malheureuse parce que, encore une fois, moi, je fais pas ce métier-là pour être devant un écran euh, et rencontrer les gens de cette manière-là. Je trouve ça très difficile. Euh, et je pense que, voilà, je dépassais mes limites de pourquoi j'ai envie de faire ce métier. Donc, du coup, j'ai complètement arrêté. J'ai pas voulu du tout, j'ai arrêté de vouloir jouer, de vouloir. Euh, euh, ouais, de vouloir jouer. Et je suis rentrée dans une phase de, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de passer mes journées tout en continuant de créer. Et c'est là où je me suis beaucoup, encore une fois, reconnectée avec mon corps. Donc, j'ai fait énormément de... À l'époque, je faisais de... Ah mince, j'ai perdu le nom. C'est une pratique où, en fait, qui est proche de la méditation ou de la fascia. Voilà, j'ai Ah, fait de la fascia thérapie. ok. Je faisais ça et de la méditation. Et je passais énormément de temps à faire une sorte de yoga, du pilates. Enfin voilà, pendant 1 heure au moins, enfin, tous les jours, je faisais des exercices de corps pour vraiment continuer à travailler sur mon corps. Et en fait, de là a émergé mon désir de danser. Et donc, j'ai commencé à faire des petites vidéos de danse sur Instagram. Mais voilà, juste en story, rien de très concret. Mais enfin, ça me remplissait de bonheur et très rapidement, euh, je me suis posé des questions de, OK, pourquoi j'ai envie de danser? Pourquoi je danse? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je dis quand je danse? En fait, comme si je retrouvais du jeu et du théâtre dans mon mouvement et dans ma danse. Je pouvais pas juste danser parce que c'était beau. Fallait que j'ai une raison. Et donc, du coup, je commençais à prendre des textes. Je reprenais des textes de Shakespeare. Donc, j'ai pris Richard III. Je prenais des textes de Tchekhov parce qu'il parlait à l'époque énormément de déforestation, du climat. Donc, j'avais besoin de trouver dans les textes ce que j'avais envie de dire. Mais je ne voulais pas parler, je voulais danser. Et donc, du coup, j'ai essayé de trouver des méthodes. Peut-être des fois, j'enregistrais ma voix, je la mixais sur du son. Donc, j'ai commencé à connecter aussi avec des musiciens qui faisaient de la musique électronique. Donc, on a travaillé un peu comme ça, on bidouillait les choses et moi, je dansais. Et de là, en fait, est arrivé, ouais, a commencé à se construire en fait des petites vidéos Instagram. Euh, et j'ai retrouvé une sorte de... Ouais, j'ai retrouvé ma créativité, mon amour, ma passion euh, progressivement. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, aussi progressivement, j'ai commencé à être contactée par une chorégraphe qui s'appelle Alice Keane, une chorégraphe qui habite à La Rochelle. Donc, elle m'a contactée. Et puis même d'autres danseurs. J'ai commencé à du coup ouvrir et à connecter avec une communauté avec des danseurs beaucoup plus qu'avec des acteurs. Euh, et je pense que certains acteurs ont vu aussi cette partie de moi qui m'exprimait aussi dans la danse. Euh, donc du coup, voilà, ça a commencé à s'ouvrir, à se déployer. Euh, ouais, voilà. Ok.
Et du coup, tu m'as dit que oui, cette compagnie de danse, tu l'as rejoint, mais elle était à La Rochelle et que tu as rejoint aussi une troupe de théâtre basée en Bourgogne. Donc finalement, encore pas mal d'allers-retours Ouais, en France et à Londres. ouais, ouais, ouais. Bon, alors moi j'ai fait mon confinement, le premier confinement, je l'ai fait à Paris, à Montrouge exactement. Euh, donc à la sortie du confinement, je crois que l'été du confinement, je crois qu'on n'était plus confinés. Et c'est là que du coup, j'ai commencé à connecter avec la compagnie de théâtre. On a fait une tournée de théâtre avec la compagnie AMAB. On a fait c'était 3 semaines de tournée dans plusieurs châteaux en Bourgogne. On jouait La Belle et la Bête, une réécriture complète. Euh, et du coup, j'ai connecté aussi avec cette chorégraphe, Alice Keane, avec qui on a commencé. Au début, on a commencé à échanger. Donc, c'était beaucoup d'appels, de mails, à échanger nos univers, nos envies, tu vois, nos lectures, sur la thématique de son projet, qui était la thématique de la mort et notre rapport à la mort dans notre société moderne d'aujourd'hui. Euh, et, euh, et à la fin de l'été a commencé le premier travail de résidence avec cette chorégraphe. Euh, et là, je suis retournée à Londres. Et là, j'ai commencé pendant 2 ans à faire des allers-retours entre La Rochelle et Londres pour continuer à travailler ce projet-là, qui est un solo de danse sur la thématique du coup de la mort et des esprits et des rituels et voilà, tout ça. Ok. Voilà, voilà. Comment est-ce que tu le vis, ce retour à la danse? Parce que finalement, au début, tu nous disais, bah, en fait, j'avais l'impression que c'était très lié à l'histoire de ma mère, Mm, que moi, j'avais besoin d'exprimer les choses d'une autre manière. mm. Aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à trouver un peu l'alignement qui te convient dans tout ça? Complètement. Euh, Bah, du coup, comment dire? En fait, je pense que c'est-à-dire que j'ai commencé à reprendre des cours de danse et à vraiment m'interroger de qu'est-ce qui m'intéresse dans la danse. Et ce qui m'intéresse, en fait, n'est pas la technicité ou une forme de chorégraphie. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les qualités, les efforts, les matières. Et du coup, j'ai commencé à chercher. J'ai fait beaucoup, beaucoup de cours de danse à Londres pour enfin trouver les professeurs qui m'intéressaient. Euh, et aussi les pratiques. Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup la danse d'improvisation, la Mhm. danse gaga, la danse contact, euh, le théâtre physique aussi, que commence de Mhm. plus en plus apprendre. Donc, par le mime, euh, euh, enfin voilà, théâtre physique, quoi. Euh, et quoi d'autre? Et après, un peu aussi de danse hip-hop. On va plus vers quelque chose qui s'appelle flow, free flow ou choreography, qui est quelque chose de très... Ouais, c'est plus hip-hop, mais plus... euh, Ouais, c'est difficile à expliquer Oui, comme... le flow, de toute façon, c'est un terme anglais Oui, qui est difficilement très, traductible. ouais, c'est le flux, hein. Tu sais, on doit traduire, mais bon, flux, c'est un peu Ouais, bizarre, mais ouais, ouais. Donc, du coup, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup moins rigide, beaucoup moins... Ouais, moins technique en fait. ok. Et aujourd'hui, ouais, j'ai vraiment trouvé. Déjà, je suis en paix avec moi-même Mhm. euh, sur quelle danseuse je suis en fait, quelle danseuse j'ai envie de devenir. Et je sens vraiment que ces choix-là sont miens euh, et plus ceux de ma mère, quoi. Mais je remercie ma mère énormément pour m'avoir introduit à toute la danse, quoi. Parce que du coup, j'ai aussi une aisance parce que j'ai commencé hyper tôt et que j'ai dansé pendant des années. Euh, donc, Et ouais. du coup, c'est quoi alors être directrice du mouvement? Yes. Alors, euh, très très bonne question. Directrice de mouvement, même moi, je suis en train de définir ce que c'est pour moi. Alors, c'est très récent, hein, ça fait 2 ans que je suis directrice de mouvement. J'ai fait 3 projets.
Il y en a un tout récent qui est du coup pour un artiste anglais, un rappeur qui s'appelle George, euh, où du coup j'étais directrice de mouvement parce qu'il voulait faire appel à un danseur pour juste un moment du clip. Et après, j'étais directrice du mouvement sur tout le clip. Donc le clip dure 20 minutes. Euh, c'est pour la sortie de son prochain album. Et du coup, j'ai beaucoup appris sur ce projet-là, sur justement quelle était ma place Mm. euh, sur un tournage. Parce que tu n'es pas directeur, tu n'es pas réalisateur. Tu es vraiment. C'est-à-dire, alors, comment expliquer? Euh, C'est-à-dire que tout ce qui. Donc, déjà, je travaille très, très proche avec la réalisatrice et le chef opérateur. Donc, c'est-à-dire de comment on filme une scène et ensuite quelles sont les directions, quels sont les objectifs, quelles sont les intentions que ce soit des comédiens ou des danseurs. Et en fait, moi, je viens pour euh, nourrir ou donner un imaginaire ou donner des directions corporelles. Donc, par exemple, si c'est une scène où tu as 10 figurants qui doivent rentrer dans un club de nuit, donc leur intention est très simple, c'est que vous rentrez dans le club de nuit, vous avez envie de vous bourrer la gueule et de danser toute la nuit. Ok. Euh, et comment c'est filmé, c'est très simple, c'est un plan fixe où tu vois juste la porte et tu vois les gens rentrer par la porte. Ok, moi, mon rôle là-dedans, c'est de aller parler aux figurants et de leur donner euh, ouais, des outils, un imaginaire ou alors des directions ou alors de jouer avec eux pour leur donner, pour qu'ils aient de la réactivité. Et en fait, l'idée, c'est comment, par le corps, faire que cette scène-là soit la plus authentique et la plus réelle possible. Donc, il y a certaines personnes qui vont faire un couple. Donc, il y a un homme ou une femme qui vont se prendre et qui vont se regarder, peut-être s'embrasser un peu ou juste se regarder, rigoler. Après, peut-être qu'il y a une bande de jeunes filles ou de, qui rentrent et qui sont un peu déjà bourrées. Donc, du coup, je leur dis, vous êtes un peu bourrés, vous avez bu deux, trois shots avant dans un bar. Ben, du coup, il y en a une qui tombe un peu par terre et du coup, les autres filles, elles le rattrapent et vous rigolez de ça. Ou peut-être qu'il y a un couple qui s'engueule un peu, qui est en mode non, mais moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette boîte, mais moi, j'ai envie. Donc, en fait, tu leur donnes tu leur donnes un contexte. Ok. Euh, Chose que la réalisatrice peut faire, hein, bien sûr, Ouais. mais ou une réalisatrice a tellement de choses à penser euh, et qu'aussi, des fois, ils n'ont pas les mots, le langage, en fait, Mm. pour aller parler aux acteurs ou aux danseurs pour en faire une performance la plus, ouais, la plus réaliste possible, quoi. Donc voilà. Ok, super. C'est très clair. Merci. Super. Yes. Et j'adore Et faire ça. du Ouais, coup, on arrive déjà à la fin du live. Il y avait des choses ok, ça. dont on voulait parler et malheureusement, on va pas pouvoir parler de tout. Du coup, je te laisse choisir entre les différents sujets qu'on avait mentionnés. Tu te rappelles de tout ce dont on s'est parlé, de ton prochain court-métrage, de ton histoire familiale, de tes recherches. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont tu as envie de nous parler? Bah ouais, je pense que je vais vous parler de mon court-métrage. Ouais. C'est vraiment sur ce quoi je travaille en ce moment. Du coup, c'est mon premier court-métrage que je vais coproduire, co-réaliser et jouer dedans. La totale. La totale. Voilà. Donc, je vais me foirer complètement, mais c'est ça qui est magnifique, parce que j'apprends tout. J'ai jamais produit, jamais réalisé. J'ai joué, ça c'est bien. Non, non, mais je m'entoure aussi d'une super équipe. Euh, donc, du coup, une boîte de production qui est basée en Allemagne, avec une amie que j'ai rencontrée lors de mon école à Londres, qui s'appelle Oriana. Et du coup, Oriana et Giulia Maria, donc deux actrices, productrices et réalisatrices, qui ont monté cette boîte de production en Allemagne. Donc elles vont co-réaliser avec aussi moi, puisque c'est mon idée originale, pardon. Il y a mon ami Jérémy qui écrit. Euh, Pareil, on coécrit, mais c'est vraiment lui qui met les dialogues, mais c'est moi euh, qui lui infuse tout mon imaginaire et toute mon histoire.
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est basé sur une histoire personnelle. Et en fait, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont une relation amoureuse complètement dysfonctionnelle. Et en fait, du coup, le rôle principal de Lizzie, qui est la sœur, et du frère qui s'appelle Seb, Lizzie, en fait, va se rendre compte qu'elle va devoir s'émanciper de cette relation afin de pouvoir continuer à vivre et pour aussi le bonheur de son frère. Mais du coup, elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'obstacles dans ce choix. Voilà, donc ça parle de la difficulté de vivre avec un handicapé, donc de vivre avec un frère qui est schizophrène, de la charge mentale, émotionnelle et physique que ça demande. Mais c'est aussi la fragilité, la vulnérabilité, la beauté de cette maladie qui, à mon goût, j'ai pas encore vu de film qui montrait en fait la complexité de cette maladie, qui est encore une fois, même moi, hein, je m'inclus, qui est très très peu connue, mal comprise dans notre société. Euh, et donc voilà, j'ai vraiment l'envie de raconter une histoire où on puisse voir toutes les couleurs de cette maladie et aussi de comprendre à quel point ça touche les autres membres de la famille, en fait, comme toute maladie, hein, que ce soit une maladie de l'alcool ou alors une maladie, un handicap physique, pas qu'un handicap mental. Donc voilà, c'est vraiment de montrer cet amour, mais un amour peut-être toxique entre un frère et une sœur. Ok. Donc voilà, pour le moment, on en est au stade de l'écriture. Donc on a écrit je sais pas, notre 10e version du script. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Euh, on est sur un court-métrage de 20 minutes qui est divisé en 3 actes. Euh, voilà, pour le moment, le court-métrage s'appelle Lizzie. Et l'autre particularité de ce court-métrage-là, c'est que ça va inclure de l'acting et du mouvement. Et donc, du coup, je vais faire appel à un directeur de mouvement, bien sûr. Euh, et, euh, et ouais. Et donc, pour le moment, on aimerait tourner ça en octobre, automne 2023, à voir comment les choses évoluent. Forcément, on va devoir faire. On cherche aussi en parallèle de la production, on cherche à trouver des financements. Ouais. Donc, tout ça, ça prend du temps, mais enfin, voilà, surtout quand c'est la première fois, Hmm. ouais, c'est la découverte, donc c'est hyper excitant et à la fois c'est ça fait peur, quoi. Mais, euh, mais ouais, j'adore, c'est trop trop bien. C'est- Bah écoute, ouais, je te souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle aventure qui en plus euh, nécessite que tu fasses toi-même preuve de vulnérabilité, vu que c'est inspiré de ton histoire personnelle, donc c'est courageux. Ouais. Bah après, on ferait son avis, mais pour moi, on écrit ce qu'on sait, ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu. Euh, Donc, ouais, pour moi, ça a tellement été une partie énorme de ma vie. Et aujourd'hui, que je commence à avoir plus de maturité et de distance par rapport à tout ça, je peux enfin mettre des mots sur, OK, comment je l'ai vraiment vécu. Euh, et, et comment ça a impacté ma relation avec mon frère, positive et négative, quoi. Donc, du coup, ouais, encore une fois, ouais, l'art, pour moi, c'est une manière juste d'exprimer ce qui est difficile d'exprimer par des mots ou par ouais, par des mots, quoi. Voilà. Ok, merci Léa. Merci. Pour conclure cette rencontre super riche et super, comment dire, c'est passé super vite en fait. J'ai pas vu le temps Ouais, passer. moi non plus. C'est incroyable. On J'ai a l'impression que fait une. on vient de commencer quoi. Ouais, c'est ça. Euh, donc j'ai une dernière question à te poser.
Yes. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui débute, quelque chose que tu aurais aimé entendre, toi, à tes débuts, soit en tant que comédienne, soit en tant que danseuse. Euh, Bah, je vais le faire très simple. Deux choses. Euh, Sois curieux de toi-même et du monde qui t'entoure. Donc, voilà, je préfère rester vague, comme ça chacun l'interprète comme il veut. Sois curieux, reste curieux. Et le deuxième, c'est perds pas ton temps à te comparer. Parce que vraiment, c'est une perte de temps. Parce que euh, peut-être que, ouais, voilà, perds pas de temps à te comparer. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Léa. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ouais. Merci aux personnes qui vont regarder en replay. Encore une fois, vous pouvez écrire des petits commentaires en bas si vous avez des précisions à demander à Léa ou à moi par rapport à tout ce qui a été dit, des références ou autres. Merci pour votre présence, votre attention. Et Léa, écoute, j'espère que tout se déroulera comme tu le souhaites avec tous les projets que tu as en cours et à venir. Mm. Je suis désolée qu'on n'ait pas eu le temps de parler de tout, mais en même temps, voilà, il y a plein de choses à dire. Donc, Ouais, c'est. Ouais. De toute façon, c'est sans fin, hein. On pourrait parler pendant des ouais, heures en vrai, hein. Donc, carrément, ouais, ouais, ouais. carrément. C'est trop bien. Donc, merci Merci à beaucoup. tout le monde et merci à toi, Léa. Et je Ouais. vous dis du coup à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Julie. Salut, bonne Ciao, soirée. ciao. Bonne soirée. Ciao.